reprenons avec l'audition de Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Donc, alors que nous débattrons demain en séance, à la demande de notre commission, de la programmation de nos finances publiques pour les années 2023 à 2027 à travers le programme de stabilité, il nous est apparu nécessaire de vous entendre sur l'exécution des comptes de l'année 2022. Le gouvernement a en effet présenté en Conseil des ministres le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2022, en même temps qu'il redéposait un projet de loi sur l'exécution des comptes de l'année 2021, après son rejet par le Parlement l'an passé. Nous attendons donc de votre présentation que vous nous indiquiez non seulement quels ont été les résultats de l'année passée pour le budget de l'État, mais également dans quelle mesure ces résultats correspondent aux estimations de recettes présentées par le gouvernement et à l'autorisation parlementaire en dépenses qui figuraient dans le collectif budgétaire de fin d'année. Les lois de finances ne sont en effet pas un exercice de pure prévision, elles doivent être sincères au regard des informations dont dispose le gouvernement lorsqu'elles sont présentées. Notre commission, appuyée en cela par la Cour des comptes, a déjà fait des observations l'an passé sur ce que l'on peut qualifier parfois de cavalerie budgétaire. Par ailleurs, j'imagine que vous nous indiquerez quelles difficultés concrètes ont pu résulter depuis l'été dernier de la non-adoption du projet de loi de règlement pour 2021 et quelles motivations vous amènent à présenter à nouveau ce texte pour obtenir cette fois son approbation par le Parlement. Donc, Monsieur le ministre, sans plus attendre, je vous laisse la parole en rappelant que cette audition fait l'objet d'une retransmission sur le site internet du Sénat. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Vous l'avez dit, je serai demain après-midi dans l'hémicycle pour le débat d'orientation des finances publiques. Mais avant de nous projeter dans les choix structurants que nous faisons pour les prochaines années, il faut bien sûr revenir sur l'exécution budgétaire de l'année antérieure, ou plutôt des années antérieures, puisque, comme vous l'avez dit, l'originalité de cette audition et de la période, ce sont deux projets de loi de règlement que nous devons présenter cette année. Nous devons à nouveau présenter le projet de loi de règlement 2021, puisque celui-ci a été rejeté par l'Assemblée nationale en lecture définitive le 3 août dernier. J'ai été auditionné il y a quelques jours par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, où j'ai redit qu'à mon sens, il ne faut pas se tromper de combat. Voter un projet de loi de règlement ou le laisser adopter n'a jamais voulu dire qu'on donne son accord ou son satisfecit au gouvernement pour sa conduite des affaires de la nation pendant une année donnée, mais seulement qu'on prend acte de l'exécution budgétaire pendant cette année. Je fais partie des quelques membres du gouvernement à être également élus locaux. Je suis conseiller municipal dans ma commune depuis près de 10 ans dans l'opposition. Je crois n'avoir jamais voté contre un compte administratif présenté qui présente les résultats de l'année antérieure. Le projet de loi de règlement, c'est une photo. On ne peut pas changer le passé, on peut essayer d'influer sur l'avenir, mais enfin, bon, je ne le dis pas ici, puisque ici, évidemment, le texte avait été adopté, mais donc nous le représentons. Et nous présentons bien sûr la loi de règlement pour l'exercice N-1, c'est-à-dire le projet de loi de règlement 2022, une année marquée par le retour d'une très forte inflation au plan mondial, avec des conséquences importantes sur les conditions dans lesquelles l'État finance son endettement. S'agissant du projet de loi de règlement 2021, je veux informer cette commission des quelques modifications qui y figurent par rapport à la présentation que nous avons faite l'an dernier. Première chose, l'article liminaire a été actualisé suite à la communication par l'INSEE des comptes 2021 survenue le 28 mars dernier, notamment l'actualisation du déficit 2021 à moins 6,5% contre 6,4% dans le PLR 2021 qui avait été présenté l'an dernier. C'est notamment dû à la requalification d'Action Logement dans les administrations publiques. Deuxième chose, l'article 6 a été modifié avec la suppression des dispositions permettant de ne pas reporter certains soldes de comptes spéciaux. En effet, comme la gestion 2022 a été assurée, l'intégralité de ces soldes a été reportée, comme le prévoit l'article 21 de la LOLF. Dernière chose, l'article 7 relatif à un abandon de créances détenues sur la Somalie a été supprimé, car nous l'avons repris dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2022. Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, sur l'impact de la non-adoption définitive du projet de loi de règlement 2021,
On voit que le pays continue de fonctionner. Le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision sur le PLF 2023 ce que nous pensions, c'est-à-dire que la seule présentation et mise au vote en première lecture du projet de loi de règlement 2021 suffisait à ce que l'on puisse adopter un budget pour les années suivantes. Il y a des points assez techniques, notamment de report de solde sur les comptes spéciaux, par exemple, mais en réalité, on voit que ça n'a pas eu d'impact sur l'adoption du PLF suivant. Je pense que ça peut amener d'ailleurs à certaines interrogations institutionnelles sur l'utilité ou pas de conserver cette procédure-là. S'il devait y avoir un débat organique, moi je pense que ça peut poser un certain nombre de questions et qu'il pourrait y avoir une forme de débat pour prendre acte de l'exécution budgétaire. En tout cas, ça fait partie, je trouve, ça libérerait du temps parlementaire si on considère que c'est possible. Ça n'a pas empêché que la Cour des comptes certifie les comptes qui ont été présentés pour 2021, mais c'est un débat que nous aurons. Pourquoi est-ce qu'on le représente? Parce que je pense que c'est important pour la sincérité, d'autant qu'il y a quelques évolutions marginales qui sont intervenues. Je ne désespère pas que le texte puisse être adopté, puisqu'encore une fois, il ne s'agit que d'une photographie de ce qui s'est passé dans l'exercice 2021. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l'exécution budgétaire de l'année dernière, qui en vérité peut être considérée comme une année de transition. La réalité, c'est que nous sommes passés d'une crise à l'autre, de la crise sanitaire à la crise de l'inflation. Deux crises, mais à chaque fois le choix de protéger les Français du mieux possible, les entreprises comme les ménages, tout en assurant la maîtrise de nos finances publiques. Je ne dis pas que tout va bien, évidemment. Je dis simplement que nous avons choisi de protéger et que le pays a tenu bon, d'abord grâce à ces millions de Français qui travaillent, à ces chefs d'entreprise qui embauchent et qui investissent. Je suis bien sûr ici pour échanger et répondre à vos questions, mais permettez-moi de tirer quelques enseignements concernant l'exécution budgétaire de l'année dernière. Le premier enseignement à tirer, je crois, c'est celui de l'efficacité de la politique économique qui a été conduite pour protéger face à la crise de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'en s'attaquant au prix de l'énergie avec les boucliers gaz et électricité, nous avons préservé la croissance économique et donc contribué au dynamisme des recettes, qui est le principal facteur de l'amélioration de notre déficit public. Au global, les recettes ont progressé de 7,3% en 2022, après avoir progressé de 8,4% en 2021. Cette croissance des recettes, elle repose principalement sur la progression de l'impôt sur les sociétés, 15,8 milliards d'euros de plus l'an dernier, ce qui nous a permis d'atteindre un record d'impôt sur les sociétés avec 62,1 milliards d'euros prélevés l'année dernière, alors même que nous avons diminué le taux à 25%, puisqu'il est passé de 33 à 25%. Je veux aussi relever la hausse des recettes d'impôt sur le revenu, plus 10,3 milliards d'euros, notamment grâce au dynamisme de la masse salariale et de la TVA, plus 5,3 milliards d'euros, évidemment dans un contexte d'inflation. Comme lors de l'exécution précédente, ce dynamisme des recettes a largement contribué à la baisse de notre déficit public, qui est passé de 6,5% en 2021, je le disais, à 4,7% l'année dernière. Donc la réalité, c'est que les choix économiques que nous avons faits se sont révélés également vertueux dans une certaine mesure d'un point de vue budgétaire, puisque cela nous a permis d'obtenir des recettes supplémentaires. Comme pendant la crise Covid, nous avons fait le choix de la protection tout en poursuivant le redressement des finances publiques, c'est-à-dire en respectant les bornes que nous avons fixées pour le retour sous les 3% prévus en 2027. Pour autant, et c'est le deuxième enseignement, le solde des administrations publiques demeure très dégradé, précisément parce que nous avons consacré des moyens considérables pour casser cette spirale inflationniste. Au total, pour les années 2021 et 2022, nous avons mis 34,5 milliards d'euros nets. Donc, je défalque les recettes de CSPE et de CRI, contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens. Nous avons mis 34,5 milliards d'euros nets sur la table pour lutter contre l'inflation au travers principalement des boucliers énergétiques. Le montant est considérable, mais la vérité, c'est que le coût des boucliers, ce sera toujours moins cher que les 2 points d'inflation que nous aurions eu en plus si nous ne les avions pas mis en place. Donc c'est un choix que nous assumons totalement. La dernière chose que je veux dire, c'est que nous devons impérativement tenir nos objectifs de finances publiques et enclencher le désendettement de la France à horizon 2027, comme nous nous y sommes engagés. J'ai conscience que le défi est de taille. La réalité, c'est que les prochaines marches vers les 3% de déficit public à horizon 2027, qui a même été ramené, on débattra demain dans le PSTAB, à 2,7%, seront plus difficiles à franchir, parce que l'environnement économique n'est plus le même. En 2022, nous avons été portés par une croissance de 2,6%. Celle-ci va s'établir autour de 1% cette année, dans un contexte de ralentissement mondial.
La conséquence, c'est que notre déficit devrait s'établir cette année à un niveau proche de celui de l'année dernière, sans doute légèrement au-dessus de celui de l'année dernière. Notre endettement public devrait toutefois continuer à diminuer cette année. Le défi est de taille et pourtant je sais que nous pouvons y arriver. Nous avons une stratégie pour atteindre nos objectifs. Cette stratégie, c'est d'abord de poursuivre la sortie du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire des dispositifs généraux, vers des mécanismes plus ciblés. Nous avons commencé à le faire l'an dernier, ce n'est pas toujours facile. On est sorti par exemple de la ristourne générale sur le carburant qui a coûté 8 milliards d'euros sur l'année 2022 pour aller vers une indemnité carburant ciblée sur les travailleurs, et j'insiste là-dessus, les plus modestes, autour de 1 milliard d'euros dans ce qui a été budgété. Ensuite, nous devons réaliser des économies en 2024 et les années d'après, parce que dans certains secteurs, nous dépensons trop et parfois nous n'obtenons pas les résultats escomptés. Je pense au travail. Un pays qui prend le chemin du plein emploi peut-il se permettre de garder le même niveau de dépenses que lorsqu'il croulait sous le chômage de masse? La question se pose légitimement. Évidemment, nous y travaillons avec mes collègues. Je pense enfin à certaines dépenses brunes, notamment fiscales, qui ne démontrent plus leur efficacité et qui ne sont plus en ligne avec notre ambition écologique. Et dans chaque budget, de manière transversale, nous continuerons à maîtriser les dépenses et à compter chaque euro pour que la dépense publique augmente moins vite que sa tendance naturelle. J'insiste sur le fait que la Première ministre a adressé un courrier à l'ensemble des membres du gouvernement leur demandant d'identifier 5% de marge de manœuvre dans le budget de leur ministère pour préparer les travaux budgétaires pour 2024 et les années suivantes. Comme l'année dernière, je veux que l'ensemble des groupes politiques représentés au Parlement soient associés à cette réflexion et plus largement au processus d'élaboration de la prochaine loi de finances. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai de reprendre l'exercice des dialogues de Bercy avec cette année une première série de réunions dès l'été, donc en anticipant donc par rapport à l'année dernière. J'avais dit que c'était une version bêta, au sens une première version, qui permette de tester les choses. Je pense qu'on peut aller plus loin, améliorer le dispositif. Nous voulons aller vers davantage de co-construction. Il faut avoir davantage de temps pour échanger, pour expertiser, pour arbitrer. Donc nous pourrons commencer plus tôt ce travail cette année. Voilà pour la présentation synthétique. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, je voudrais vous dire simplement que vous souhaitez sincèrement que le Sénat vote la loi de règlement 2021, parce que, contrairement à ce que vous avez pu dire, le Sénat ne l'avait pas voté, hein, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, mais on a compris que c'était une espèce d'encouragement à faire différemment cette année. Bien, Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste rebondir sur votre propos final, Monsieur le Ministre. Il va falloir que vous changiez, comment dirais-je, un peu la conjonction astrale, parce que vous voulez de la co-construction tout en faisant un appel à la consultation publique pour savoir ce que les Français attendent de l'utilisation de l'impôt. Donc vous allez avoir je pense, des difficultés pour mettre tout ça sur les rails. Je voulais très rapidement aborder 3 à 4 sujets. Au sujet d'abord de l'exécution budgétaire, dont je relève que cette année encore, elle est très éloignée de la prévision. Alors, c'est pas dû à des dépenses exceptionnelles, loin s'en faut. Je rappelle juste que au dernier PLFR de 2022, il était prévu des recettes fiscales nettes un peu plus de 315 milliards. Elles ont été de 323,3 milliards. La Cour des comptes, d'ailleurs, a bien souligné que c'était, je le disais, pas des événements exceptionnels, c'est finalement un effet répétitif. Est-ce qu'on peut connaître les raisons pour lesquelles votre ministère a des difficultés désormais à prévoir les recettes fiscales et de quelle manière vous souhaitez vous y prendre pour faire en sorte que les prévisions soient beaucoup plus conformes, enfin, ou les réalisations à vos prévisions? Je vais aborder un deuxième sujet qui, là, est récurrent et préoccupant, c'est celui des reports massifs de crédit, et ce, depuis 2021. Si je reprends le budget de 2022, il y a un écart qui est, je le dis, préoccupant entre les crédits approuvés par la loi de finances initiale et les crédits effectivement mis à disposition des ministres. La loi de finances pour 2022 avait ouvert 392 milliards de crédits, hors remboursement et dégrèvement. Ceux-ci ont été portés à 440 milliards au fil de collectifs budgétaires.
auxquels se sont ajoutés 23 milliards d'euros via des reports de crédit. Et au total, les dépenses exécutées ne se sont élevées qu'à 446 milliards de crédits, c'est-à-dire que les reports n'ont quasiment pas été utilisés et que donc ils auraient pu être évités. Et malgré le constat que je fais, la pratique se poursuit puisque 17 milliards de crédits ont à nouveau été reportés de 2022 à 2023. La loi de finances ne donne donc désormais qu'une vision imprécise de la réalité du budget, ce qui, me semble-t-il, réduit la portée de l'autorisation parlementaire. Quand est-ce que vous comptez sortir de cette stratégie, j'appellerais, du flou, et pourquoi ne pas mettre fin à cette pratique de report massif de crédit pour revenir à des montants beaucoup plus raisonnables? Troisième sujet qui a fait l'objet d'une attention particulière de notre Assemblée, c'est l'exécution du filet de sécurité que nous avons voté au premier PLFR de l'été 2022, au bénéfice donc des collectivités locales et de leurs groupements. Donc il y avait deux premiers critères retenus: l'épargne brute au 31 décembre 2021 inférieure à 22% des recettes réelles de fonctionnement et le potentiel financier ou fiscal inférieur au double à la moyenne de la strate. Et il y avait donc théoriquement 18 521 communes éligibles, 944 EPCI à ce filet de sécurité, soit respectivement 53 et 75% des collectivités concernées. Au regard des dernières données en cours de finalisation sur les comptes de gestion de 2022, quelle est, à date, votre estimation du nombre de communes et d'EPCI qui remplissent le troisième critère de baisse d'épargne brute de 25% entre 2021 et 2022? Par ailleurs, 106 millions d'euros et 430 millions ont été ouverts en LFR et ils ont été consommés pour le paiement des acomptes. Pouvez-vous nous dire combien de communes et d'EPCI ont finalement demandé le versement de cet acompte et quel en était le montant moyen? La dotation doit être versée d'ailleurs au plus tard au 30 octobre de cette année. Avez-vous donc déjà reçu des demandes? Vous nous aviez expliqué que certaines communes ou collectivités gardaient la faculté d'eux. Dans l'affirmative, combien de communes et de PCI ont fait cette demande à partir de leurs données financières définitives? Et enfin, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, s'agissant du plan de relance, où on en est sur les versements attendus de la part de l'Union européenne au titre de la mise en œuvre du plan de relance? Merci, monsieur le rapporteur général. Écoutez, ça fait une bonne petite série pour démarrer. Très bien. Et puis, je donnerai la parole après à mes collègues. Alors, merci beaucoup pour cette première série de questions. Effectivement, il y a des recettes qui se sont élevées à un montant plus important exécuté que ce qui avait été prévu, y compris dans la dernière LFR 2022. Si je prends dans le détail, par rapport à la LFR 2 2022, les recettes d'impôt sur les sociétés ont surpris à la hausse, avec 3,2 milliards d'euros supplémentaires en fin d'année en raison d'un rendement plus élevé qu'attendu de l'acompte de décembre et du solde. Sur l'impôt sur le revenu, une plus-value de 1,6 milliard d'euros, avec, je le disais tout à l'heure, un fort dynamisme de la masse salariale. Et enfin, sur la TVA en comptabilité nationale, la TVA serait moins élevée de 1,9 milliard d'euros au niveau anticipé en LFR 2, puisqu'il y a une plus-value budgétaire d'1 milliard, mais qui est plus que compensée par la correction de droits constatée de 2,9 milliards d'euros. On cherche toujours à être au plus juste, et on a ce débat régulièrement à chaque audition. C'est plutôt une bonne nouvelle d'être surpris dans ce sens-là. Il faut aussi voir qu'on a une croissance qui s'est plus que tenue en 2022. En 2023, on maintient notre objectif à 1% de croissance, et un certain nombre de prévisions récentes ont réévalué la prévision qu'elle faisait pour la France, sans la porter à 1%, mais en tout cas en se rapprochant du 1%, ce qui, je crois, souligne qu'on a raison d'être volontariste en la matière, mais donc nécessairement, je pense qu'on sera moins surpris à la hausse qu'on a pu l'être l'an dernier. Sur les reports massifs, effectivement, ils sont importants. J'essaye de voir le verre à un tiers plein. Ils sont très importants encore. Ils le sont un peu moins que l'année précédente. On est un peu au-dessus de 18 milliards d'euros de reports, ce qui est beaucoup. Je rappelle que l'année précédente, c'était au-dessus de 23 milliards d'euros.
On est très loin de ce à quoi on est habitué en termes de report en rythme de croisière, plutôt autour de 3 à 5 milliards d'euros. Donc on est très au-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'on a visé large et ouvert beaucoup de crédits face à la crise de l'inflation pour être capable de protéger, notamment sur les dépenses du guichet pour les entreprises énergo-intensives, où un grand nombre des fonds n'ont pas été consommés en 2022, d'où le report en 2023, sur un certain nombre de dispositifs qui ont été ouverts d'ailleurs à la demande des parlementaires pour soutenir un certain nombre de ménages, avec, je pense, à l'aide fuel, à l'aide bois, qui n'ont pas été consommés en 2022 et donc qui sont reportés en 2023. Il y a des restes à payer du plan de relance, notamment liés à des travaux de rénovation énergétique qui ont pris un peu de retard. Sur des dépenses, on va dire, non liées à la crise, un des principaux facteurs de report, c'est notamment le plan d'investissement dans les compétences, la part régionale du PIC, autour de 1,9 milliard d'euros, avec des reports très importants dans certaines régions. Je pense notamment à la région Île-de-France, où on est proche des 800 millions d'euros de crédits qui sont reportés en 2023. Ce sont des fonds du plan d'investissement dans les compétences, pour la part régionale, qui n'ont pas été décaissés par les régions en question. Et donc ça fait partie aussi de ce qui explique les différents reports. Sur la question sur le filet de sécurité, au 31 mars 2023, la dernière prévision que les services ont cherché à faire, un grand nombre de collectivités n'avaient pas encore rendu leur compte de gestion, clôturé leur compte de gestion 2022. On aura une première estimation très fine plutôt au mois de juin 2022. Ce qu'on peut voir, c'est que le nombre de communes et de PCI qui auront été effectivement éligibles au filet de sécurité pour l'année 2022, a priori, sera supérieur à ceux qui ont reçu un acompte pour cela. Je ne peux pas vous donner exactement le chiffre, puisque je ne veux pas m'avancer tant qu'on n'a pas encore l'ensemble des données sur les comptes de gestion des collectivités locales. Si finalement il y a moins de communes que ce qui était attendu, ça veut dire qu'il y a moins de communes qui ont vu une perte de CAF de l'ampleur de ce qui avait été prévu dans le dispositif voté, pour le coup celui-ci, par le Parlement et par les deux chambres. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a moins de communes ou de PCI qui se sont retrouvés en situation de devoir demander le filet de sécurité. Mais avant d'avoir la vérité sur les prix, je préfère qu'on dispose de l'ensemble des données, et je serai évidemment à la disposition du Sénat. Et d'ailleurs, je vous transmettrai, avant même qu'il y ait une audition ou un échange dans l'hémicycle sur le sujet, toutes les données dont on dispose sur l'exécution du filet. Les données au 31 mars aussi. Sur les deux, on avait encore pas toutes les, enfin, on manquait encore de beaucoup d'informations sur un certain nombre de collectivités. Ce que je vous dis, c'est qu'au 31 mars, les premières données dont on dispose semblent indiquer qu'on aura davantage de communes et de PCI éligibles au filet de sécurité que de ceux qui avaient demandé un acompte avant la fin de l'année 2022. J'aimerais pouvoir être plus précis. On a eu, on a eu 4100, non, on a eu un peu plus de 4100 acomptes qui ont été versés en 2022. Ce que je vous dis, c'est qu'on aura davantage de communes et de PCI effectivement bénéficiaires du filet de sécurité en fonction des données dont on disposait sur les clôtures de comptes de gestion. Maintenant, il faut quand même que les collectivités puissent avoir clôturé leur compte de gestion et qu'on puisse regarder, et qu'elles puissent regarder si effectivement ou non elles sont éligibles au filet de sécurité pour pouvoir avoir un chiffrage très précis. Sur la question du plan de relance, la France pourra recevoir jusqu'à 40,3 milliards d'euros de subventions dans le cadre du PNRR. C'est 37,5 milliards de subventions au titre de la FRR et 2,8 milliards d'euros de subventions au titre du programme Repower EU. Depuis l'adoption du PNRR français en 2021, la France a reçu 2 versements à ce stade pour un montant total de 12,5 milliards d'euros, 5,1 milliards d'euros de préfinancement en août 2021, suite à l'adoption de notre PNRR, et 7,4 milliards d'euros a été perçu en mars 2022, suite au dépôt de la première demande de paiement en novembre 2021. Donc voilà pour les données dont on dispose sur les versements du plan de relance européen. Merci, Monsieur le Ministre. Jérôme Bascher, puis Isabelle Briquet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, revenons sur l'épisode 2021, vu que vous voulez y revenir bien volontiers. De mémoire, mais nous, on avait dû s'abstenir, et ça devait être la gauche qui avait dû voter contre au Sénat c'est la loi 2021. Non, c'est important. Et pourquoi on s'était abstenu? Dites, c'est une photographie.
Oui, c'est une photographie, mais c'est la photographie, si vous voulez, du radar sur la route. Vous avez été pris en excès de report. Et donc, de ne pas avoir respecté la LOLF. Juste, la loi ne respectait pas la loi organique. La loi ne respectait pas la loi organique. Et bis repetita non placet, en l'occurrence. Et c'est là où ça ne va plus. Si nous votons un PLF dans lequel, pour 2023, vous nous dites il y a de l'inflation, il faut prévoir des mesures, nous en avons discuté nuitamment. Mais qu'en vérité, vous gardez un petit matelas, une épargne de précaution, dirait-on, sauf que celle-ci existe déjà, monsieur le ministre, dans la loi organique, voulue ici, à l'époque, par Alain Lambert. C'est la réserve de précaution. Elle existe déjà. Vous l'utilisez mal. Donc vous l'utilisez 2 fois. Ce n'est pas l'esprit de la loi organique. Ce n'est même pas l'esprit de la loi organique que nous avons voté ici, voulu par vos amis politiques, principalement à l'initiative de l'Assemblée nationale et à laquelle nous avons travaillé de concert, histoire qu'il y ait, pour en décembre 2021, un accord sur cette réformette de la loi organique Lambert-Migaud. Et donc c'est pour cela que nous ne sommes plus d'accord avec ces lois de règlement. Ce ne sont pas des photos, comme vous le dites simplement. Ce sont des photos d'excès de pouvoir. Et c'est bien cela que nous vous reprochons profondément sur ces lois de règlement. C'est ce que je voulais vous dire simplement. Donc, comment voulez-vous qu'on vous dise « Ah oui, il y a l'inflation, il faut qu'on prévoie un peu plus ». C'est dans le budget. Ou alors, on représente une loi de règlement, une loi rectificative, excusez-moi, pour modifier en conséquence avec de nouvelles dispositions. C'est comme cela qu'il faut faire et c'est à cela que je vous demande dorénavant de prendre acte. Merci Jérôme. Isabelle Briquet, puis Stéphane Sautarel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, trois petits points. Concernant le règlement pour 2021, vous l'avez rappelé, ce texte a été rejeté. Donc, y a-t-il des évolutions permettant l'adoption de ce texte? Parce que sans évolution, je vois mal comment nous pourrions changer notre braquet. Sur le projet de règlement pour 2022, ainsi que l'a rappelé le rapporteur tout à l'heure, le rapporteur général, sont à noter des reports de crédit très importants également sur 2023. Donc, vous nous dites que effectivement c'est habituel, c'est même un petit peu moins que l'année passée, mais justement, est-il envisagé de limiter cette pratique qui nuit quand même à la lisibilité des comptes, puisque l'amélioration du solde résulte grandement de ces reports et non d'économies sur 2022. Ensuite, comme vous nous présentez un nouveau projet de loi de règlement pour 2021, pourtant rejeté, que l'heure est à la présentation du programme de stabilité. Étant donné le contenu de ce programme de stabilité, comptez-vous nous présenter une nouvelle loi de programmation des finances publiques, puisque là aussi, nous l'avons rejeté. Et juste un tout petit point, je peux des fois un petit peu, voilà, un tout petit point, puisqu'on a parlé du filet de sécurité. Ce qu'il serait intéressant aussi de connaître, c'est que le nombre de collectivités qui ont été sollicitées par les DGFiP en leur disant vous pouvez déposer, vous êtes rentré dans les clous, vous pouvez bénéficier du filet de sécurité, à qui on a versé un acompte et qui maintenant sont rattrapés par la patrouille, si je puis dire, où la même DGFiP leur dit écoutez, vous ne rentrez plus dans les critères. Alors, est-ce qu'il y a une évolution des critères ou est-ce qu'il y a eu un emballement un petit peu pour proposer à certaines collectivités de bénéficier de ces acomptes? Parce que la restitution de ces acomptes met certaines communes en difficulté. Voilà. Merci. Merci Isabelle. Stéphane Sautarel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sans revenir sur l'ensemble des éléments portant sur cette loi de règlement macro et en particulier le rendement des recettes et le respect de la LOLF
évoqué Jérôme Bascher très largement. Moi, je voulais revenir sur 3 points. Le premier, dans le droit fil de ce qu'a déjà évoqué le rapporteur général, sur le fameux filet de sécurité et la situation des collectivités. Parce que la lecture semble à cette heure très, très contrastée. Et on peut s'interroger si justement la responsabilité dont les collectivités ont pu faire preuve, y compris dans une situation difficile, fait que moi je crains plutôt qu'il y en ait beaucoup qui soient éviter dans les interventions finales et que certaines collectivités qui ont demandé des avances se trouvent aujourd'hui dans des situations difficiles, et notamment par rapport à ce fameux critère de l'épargne brute qui, on l'avait évoqué d'ailleurs lors de son adoption, nous semblait un peu exorbitant et surtout déresponsabilisant, et je pense que les collectivités auront largement fait preuve de responsabilité malgré les difficultés, et donc je crains que ce filet de sécurité 2022 ne soit en fait plus un effet d'annonce qu'un réel appui aux collectivités, mais sous réserve des éléments que vous pourrez nous produire. Mais les témoignages que j'ai sont à la fois aujourd'hui sur le terrain de difficultés accrues des collectivités et en même temps de sens accru des responsabilités qui font qu'elles s'exonèrent pour partie, ou elles sortent en tout cas des mailles du filet qui étaient un peu trop larges. Ma deuxième remarque porte sur, vous l'avez largement évoqué, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres cadres, sur le niveau d'endettement. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir si vous n'aviez pas l'intention, au regard des résultats de cette loi de règlement plus favorable, d'avoir une action de désendettement qui pourrait être accélérée au regard de la situation que vous nous présentez et qui, en termes de rendement de certaines recettes, est plus favorable que ce qui était escompté. Et donc, s'il n'y avait pas là aussi, puisqu'il y a beaucoup de signes aujourd'hui attendus, dans un sens ou dans un autre, une action particulière sur la dette qui serait permise par cette loi de règlement. Et puis ma troisième question est plus sur la dépense, parce que globalement le périmètre de la dépense dans cette loi de règlement montre qu'il y a une insuffisance ou une absence de maîtrise, et que l'objectif de réduire justement à la fois le déficit et l'endettement par une meilleure maîtrise de la dépense n'est guère engagé dans cette loi de règlement. Et aujourd'hui encore, même si vous affichez la sortie du quoi qu'il en coûte, on est quand même surpris par quelques annonces qui demeurent et qui créent quelques troubles dans la lecture qu'on peut avoir de cette réduction de la dépense. Merci. Merci Stéphane. En attendant d'éventuelles autres questions de nos collègues, peut-être quelques remarques. Tout d'abord, vous avez cité avec un art de la litote tout à fait clair et de qualité le fait de revoir la ristourne généralisée sur les carburants que vous avez cité à 8 milliards d'euros. Bon. On peut se le dire entre nous, monsieur le ministre, c'était pas une très bonne idée. Bon, elle est venue de l'Assemblée nationale, hein, on le sait. Des LR de l'Assemblée nationale. Oui, mais sans vouloir parler pour les LR du Sénat, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de soutien à cette mesure ici. Hein, bon, voilà, de manière générale. Mais en tout cas, je vais parler pour une autre partie qui clairement était contre. C'est-à-dire qui considérait que sans doute il valait mieux cibler les publics qui en avaient le plus besoin, plutôt que de dépenser largement pour une dépense qui était d'une certaine façon anachronique. En plus, financer le carburant, sincèrement, je n'aurais pas donné la parole à notre collègue Vert ici, mais je suis sûr qu'il pourrait nous en faire un quart d'heure sans problème pour expliquer que c'était totalement anachronique. Donc, je note quand même que vous le relevez, que ce n'est pas une mesure très heureuse. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, 8 milliards. Peut-être qu'avec un milliard judicieusement posé ou placé, on pouvait sans doute faire aussi bien, ou peut-être même mieux, plus utile en tout cas. Voilà pour un premier sujet. Donc ce sont des sujets quand même à quelques milliards, et sans doute en cherchant ici ou là, on pourrait retrouver. Mais comme celui-là, vous l'avez cité, je me permets d'y revenir. Vous avez également dit est-ce qu'il faut encore présenter de loi de règlement
Je voudrais juste vous dire, d'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué le problème de la réforme de la LOLF, voulue par Bercy, avec un député et un président favorable, prêt à porter cette réforme de la LOLF. Et dans la réforme de la LOLF, on aurait pu envisager la suppression des lois de règlement, mais c'est pas ce qui a été dit. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les lois de règlement vont effectivement disparaître, mais pour être en fait rebaptisées. Alors je le répète parce que ça nous paraissait bien, loi de règlement, parce que court, vous voyez. Bon, ça a été rebaptisé en loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Je cite, c'est ce que nous avons finalement voté. J'allais dire, monsieur le rapporteur général, bon gré, mal gré. Bon, enfin, en tout cas, ça paraissait être une question fondamentale, donc nous l'avons voté. Mais si je comprends bien, on vient de voter ces nouvelles lois, mais vous souhaitez les voir disparaître, si je comprends bien. Bon, j'y vois une petite... Enfin, si vous avez un commentaire à nous faire là-dessus. Voilà. Donc, on trouve ça un peu... Imaginez que c'est un petit peu paradoxal, malgré tout. Et puis, j'en ai une troisième. C'est que... Est-ce que... Mais alors là, qui est purement technique, et puis on est début mai, donc pouvez-vous nous indiquer dès aujourd'hui si un décret d'avance ou une loi de finances rectificative risque de s'avérer nécessaire d'ici à l'été, notamment parce que, comme le disait notre collègue Sautarel, il y a des annonces. Bon, alors il y a des fois des annonces qui sont immédiates pour des budgets qui viennent plus tard. Ça, on le sait bien. Cela étant dit, le ministre des Armées a indiqué dans la presse qu'une dépense supplémentaire de 1,5 milliard d'euros serait nécessaire au titre de 2023, en évoquant un rectificatif budgétaire pour le budget des armées. Et puis même l'inflation pourrait être à l'origine d'autres demandes. Là, je citais le ministre des Armées. Non. Vous avez cette même traduction, un rectificatif budgétaire juste lié aux armées ou au contraire plutôt une loi de finances rectificative? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le sujet? Alors, je réponds à la première série de questions en commençant par celle du président Raynal, évidemment. Sur la ristourne, est-ce que c'était une erreur? On a toujours assumé que c'était temporaire. C'est effectivement une mesure qui a fait l'objet d'un accord avec le groupe LR de l'Assemblée nationale, qui a permis l'adoption du projet de loi de finances rectificative du paquet pouvoir d'achat à l'été 2022. Je ne regrette pas cette mesure, je le dis. Je pense qu'elle a apporté un soutien temporaire au moment où la crise de l'inflation faisait monter les prix du carburant extrêmement fort. Moi, je vois aussi, je le dis en me déplaçant sur le terrain, en échangeant comme vous tous avec des Français, qu'il y a une forme de colère ou de ressentiment d'une partie des Français qui travaillent face à des dispositifs qui, parfois en étant ciblés, ciblent avant tout des Français qui ne travaillent pas, parce que ce sont les plus précaires, et qui disent finalement, quand on met en place des dispositifs, ils ne nous sont jamais destinés. On voit passer des aides, on voit passer des chèques, je vais au bout de mon développement. Oui, mais vous aviez proposé vous n'aviez pas proposé ça, vous avez proposé pour les gens qui travaillent. Je suis d'accord, c'est ce que je dis. Au début, on avait prévu une indemnité carburant. Du fait d'un accord avec les LR à l'Assemblée nationale, on a mis en place la ristourne pour tout le monde. Vous me demandiez si je regrettais a posteriori. Finalement, je ne le regrette pas. Je pense que ça a apporté un soutien, un coup de pouce, y compris à des Français qui, malheureusement, ont parfois un peu pris l'habitude ou le sentiment que le soutien public est avant tout dirigé vers d'autres qu'eux. Alors même qu'ils travaillent, qu'ils ont des difficultés, qu'ils doivent prendre leur voiture pour aller travailler, avaler un certain nombre de kilomètres. Et donc je pense qu'avoir des mesures qui leur sont aussi destinées, c'est positif, ça leur montre que quand il y a des coups durs, quand il y a des crises, les pouvoirs publics sont aussi là pour eux. Voilà. C'est pour ça que typiquement sur l'inflation alimentaire, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour beaucoup de Français, le fait qu'on ait un dispositif qui est évidemment perfectible, qui règle évidemment pas tous les problèmes, mais de trimestre anti-inflation qui s'adresse à tous les consommateurs qui le souhaitent, me semble plus favorable qu'une aide ciblée sur des Français, parce que encore une fois, on a beaucoup de Français qui aujourd'hui cette politique des chèques et du soutien ciblé. Voilà, je pense qu'on atteint une certaine limite de ce point de vue-là. Sur les projets de loi de règlement, je vais être très clair, je ne préconise pas leur suppression. Je dis simplement qu'à partir du moment où un rejet du texte, je crois que c'était la première fois qu'un projet de loi de règlement était rejeté depuis la monarchie de Juillet, que tout le monde se demandait ce qui allait se passer, qu'on se rend compte que ça ne fait pas obstacle à la présentation du PLF suivant ni à la certification des comptes,
et que manifestement les oppositions ne souhaitent pas permettre l'adoption de ce projet de loi de règlement, quand bien même on ne peut rien changer dans un projet de loi de règlement, puisqu'il ne fait que prendre acte de ce qui s'est passé, je trouve que la question se pose, y compris pour du temps parlementaire, mais c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de décision en ce sens, d'orientation. Donc pour répondre à Madame Briquet qui demandait s'il y a des changements dans le projet de loi de règlement qui pourraient vous faire changer dans votre vote, si vous avez voté contre le projet de loi de règlement parce que vous êtes en désaccord avec les choix politiques et budgétaires du gouvernement sur l'année 2021, j'ai envie de vous dire que je suis pas sûr que ça change, parce qu'on ne peut pas les changer. Moi, j'aimerais pouvoir entrer dans une DeLorean et retourner en 2021 pour changer un certain nombre de choses. Je ne peux pas le faire. Donc, c'est le projet de loi de règlement. Il vient juste dire ce qui s'est passé en 2021. Voilà. Donc, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. On peut essayer d'en tirer des enseignements pour l'avenir, mais voilà. J'espère quand même qu'il pourra être adopté, encore une fois. Si je prends ensuite les questions dans l'ordre, Monsieur Bachere, j'ai entendu vos remarques. Je pense que dans un moment de crise, calibrer des dispositifs pour être sûr de ne pas se retrouver en situation difficile pour l'aide au boulanger, pour l'aide sur le fioul, pour l'aide sur le bois, je pense que c'est de bonne gestion. Mais évidemment, l'objectif, je l'ai dit, c'est de ramener les reports à un niveau le plus faible possible. Moi, je le redis, et d'ailleurs, ils sont plus faibles en 2022 qu'ils l'étaient en 2021. Madame Briquet, il y avait d'autres questions. Donc, sur les reports, j'ai répondu. Oui, on veut limiter cette pratique. Sur la LPFP, la Première ministre, dans sa feuille de route, a annoncé qu'elle serait représentée à l'été, au mois de juillet. Et vous avez dit que le Sénat l'avait rejeté. Là, pour le coup, autant tout à l'heure, j'ai dit que le Sénat avait adopté le projet de loi de règlement. Effectivement, c'était une abstention de la majorité sénatoriale et donc le texte avait été rejeté. Autant sur la LPFP, elle a été adoptée dans une version qui n'est pas celle qui était présentée par le gouvernement. Elle est toujours là. Parmi nous, j'ai envie de dire. Elle est dans une forme de lévitation et elle va revenir. Elle va revenir puisque la Première ministre l'a annoncé. D'autant qu'on a, et ça fera l'objet du débat qu'on a demain, revu la trajectoire dans le cadre du programme de stabilité, une trajectoire plus ambitieuse. Et là, je réponds à Monsieur Sautarel notamment, qui a parlé de désendettement accéléré. En tout cas, on accélère le rythme qui était prévu de retour sous les 3% et de désendettement, puisque le programme de stabilité l'an dernier, la LPFP prévoyait un déficit à 2,9% en 2027. On est passé à 2,7%. Et sur le ratio dette sur PIB, on accélère également pour avoir une diminution dès l'année 2026. Je viens ensuite, donc sur la LPFP, elle sera représentée, on aura à nouveau le débat. Sur le filet de sécurité collectivité locale 2022, effectivement, il peut se trouver des situations où des collectivités locales ont demandé et se sont vues verser un acompte et où en réalité la situation exécutée en 2022 fait qu'elles ont eu une perte de CAF moins importante que ce qui était dans les critères du filet de sécurité. On aura encore une fois la vérité sur les prix au mois de juin, mais j'ai vu que le rapporteur général souhaitait que je sois plus précis, et donc j'ai pu avoir à nouveau quelques chiffres. Avec 80% des comptes de gestion remontés, on a 4 838 collectivités qui peuvent bénéficier du filet de sécurité. Donc on est au-dessus du nombre de collectivités qui ont pu recevoir un acompte, puisqu'il y avait 4 178 collectivités qui ont reçu un acompte fin 2022. Donc on est déjà à près de 700 de plus que celles qui avaient reçu un acompte en 2022. Je pense que dedans, il y a des collectivités qui n'avaient pas demandé d'acompte qui en fait bénéficient du filet de sécurité. Et de l'autre, il y a des collectivités qui avaient demandé un acompte qui, en réalité, n'en bénéficient pas au regard des critères dont je rappelle qu'ils ont été fixés par le Parlement. C'est un amendement de votre collègue socialiste, Madame Pires-Beaune, à l'Assemblée nationale, qui a fixé le dispositif. Et les critères ont ensuite été... Et ce dispositif a été adopté à l'unanimité des groupes de l'Assemblée nationale. Il a ensuite été parfait au Sénat, notamment par les travaux de la majorité sénatoriale, mais avec l'ensemble des groupes. Et on est arrivé à une situation avec un filet de sécurité avec des critères, 25% de perte de CAF, un niveau de CAF qui était prévu au début de l'année 2022 pour entrer dans le dispositif. S'il y a moins de communes que ce qui aurait pu être envisagé dans le dispositif, ça veut dire qu'il y a moins de communes qui ont eu une perte de CAF d'une importance supérieure à 25%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ces communes. Voilà. Moi, ce que j'ai dit aux directions départementales des finances publiques, pour que vous le sachiez, puisque j'imagine que vous avez des communes qui vous ont alerté sur ce sujet-là, c'est évidemment, dès lors qu'il y a un filet de sécurité qui a été voté pour 2023,
de ne pas demander à des collectivités qui auraient reçu un acompte pour 2022 et qui ne rentrent pas dans les critères en 2022 de rendre l'argent en 2023. Attendons déjà de voir si éventuellement ces communes sont éligibles au filet de sécurité 2023, dont les critères ont été revus, entre guillemets, en les assouplissant pour qu'il y ait davantage de communes qui en bénéficient, puisqu'on n'est plus à 25% de perte de CAF, mais à 15%, je crois. Et donc voilà, évidemment, l'objectif, c'est pas de déstabiliser les collectivités locales, mais on y verra plus clair en juin prochain. Ensuite, non, je crois que j'ai fait un peu le tour des différentes questions qui ont été posées. Le PFP, j'ai répondu. Trajectoire, j'ai répondu. Filet de sécurité aussi. Je crois que je voulais poser une question sur décret d'avance ou loi de finances rectificative. Mais attendez un peu, on va, si vous permettez, je vais donner la parole à monsieur Vincent Segouin, qui va vous poser peut-être une dernière série de questions et vous répondrez à l'ensemble. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, ma première question, elle est autant destinée au ministre qu'au Président. Vous avez dit dans votre démonstration que la baisse du taux de l'IS a entraîné une hausse des recettes de l'IS. Est-ce à dire que trop d'impôts tue l'impôt? Le deuxième question, c'est le... Je sentais que ça allait inspirer. La deuxième question, c'est le coût du chèque carburant. Vous nous avez dit que ça coûtait 8 milliards d'euros, mais je voulais juste savoir quelles étaient les recettes réelles pour l'État liées à l'augmentation du carburant. Je dirais peut-être un mot, mais après vous, peut-être monsieur le ministre. Allez-y, Monsieur le Président. Non, puisque j'ai été... Trop l'impôt tue l'impôt. Alors, premier sujet, j'ai voté la baisse à 25% à l'époque, quand elle avait été décidée sous François Hollande. Je le rappelle, justement. Simplement... Non, mais je dis les choses comme elles sont. Voilà. Et sur le principe, non pas de trop d'impôts tue l'impôt, mais d'une question qui était une question ancienne sur ramener le taux d'imposition à la moyenne des taux d'imposition en Europe. Voilà, pas plus que ça, pas moins que ça, et pas là-dessus. On a eu déjà, c'est pour ça que la question a été posée, mais il m'a été adressé aussi, ce qui n'est pas la règle, on a quelques minutes, sur cette question de, finalement, il y a plus de recettes. D'ailleurs, c'est un débat qui a eu lieu pendant le débat sur les retraites, vous vous souvenez, sur la question. Est-ce que le fait d'avoir plus de recettes fiscales traduit le fait qu'en baissant l'impôt, on a finalement plus de comment dire, l'économie se porte mieux et donc il y a plus de recettes fiscales. C'est un sujet qui mériterait en tout cas d'être étudié de près, pour des raisons très différentes. D'abord, le montant dont il est question, je l'ai rappelé, il y a 10 ans déjà, on était dans ces montants-là, lorsqu'on avait un taux de 33%, donc on fait aujourd'hui un peu mieux, avec 60 milliards, un peu mieux que ce qu'on faisait il y a 10 ans, en termes de produit fiscal sur les entreprises, avec 33%. Bien. Si on compte l'inflation entre-temps, et l'inflation surtout, d'ailleurs, dans la dernière année, on se rend compte que, bon, pas quelque chose de très, très différent. La réalité, c'est que si on voulait montrer l'intérêt de la chose, et j'espère qu'il y est pour une partie, en tout cas, il faudrait attendre quelques années de plus. Pourquoi? Parce que si on ne perçoit pas l'impôt, les entreprises ont plus donc de ressources. Et la question, c'est est-ce que ces ressources passent à l'investissement et ensuite se traduisent par une augmentation de leur chiffre d'affaires? C'est ça la réalité. Et de leur marge. Et donc après, si marge il y a imposition supplémentaire. Je pense que dire que 2 ans après une mesure, par exemple, bon, et avec une crise en plus majeure au milieu, on peut mesurer ce type d'effet. Je pense que pour partie, il existe, mais pour partie seulement. Voilà. Donc c'est un débat qu'on peut avoir assez technique. Deuxième aspect, c'est que dans les valeurs récentes, il y a eu la crise. Et donc les entreprises ont anticipé des acomptes faibles. Donc on a eu des années avec acomptes faibles parce qu'elles pensaient qu'avec les crises successives, en particulier évidemment la pandémie en premier, mais également liée à l'énergie également, elles allaient avoir moins de résultats qu'elles n'ont eu. D'ailleurs, ça a été une surprise, tout le monde l'a dit, partagée. La résilience de l'économie française, ça a été un peu une surprise, d'une certaine façon, par sa dimension. Bon. Et donc, effectivement, la question se pose toujours
dans ces cas-là, de savoir s'il n'y a pas eu des acomptes, et ça a été la réalité. Les entreprises ont mis des acomptes plus faibles, ensuite elles ont mis des montants, et ensuite elles ont finalement, vous savez que c'est en 3 phases, donc elles ont ensuite, payé l'impôt final. Et donc, qu'est-ce qui est dû au fait que des acomptes étaient faibles? Dans le fait que le produit était plus faible dans les années précédentes, et donc marque une remontée maintenant, et la réalité, on va voir quand ça sera stabilisé. Non, moi je dis simplement qu'il faut dire que sur le fait d'être à un taux d'imposition moyen, je crois qu'on peut tous être satisfaits de cela pour la compétitivité de nos entreprises, à 25%, ça a été décidé de longue date, et ça a été mis en œuvre par le gouvernement conformément à ce qui avait été souhaité. C'est bien. Maintenant, tirer des réflexions trop lourdes entre le fait de savoir si c'est ça qui permet d'avoir plus de produits ou si simplement la baisse des taux fait que finalement, si on avait eu un taux plus important, on aurait eu un produit plus important. Là, c'est très difficile de se faire une religion, si je puis me permettre, sur ce sujet. Mais non, je laisse le ministre sans doute me dire à peu près l'inverse. Oui, c'est un débat qu'on a souvent avec le président Reynal. Effectivement, là, moi, je vous rejoins, c'est qu'il faudra quelques années pour mesurer pleinement les effets et arriver à une position convergente. Ce qui est certain, c'est que l'an dernier, on a eu une année où l'impôt sur les sociétés avait un taux historiquement faible, 25%, et on a eu des recettes historiquement hautes. Donc ça, c'est juste factuel. Il peut y avoir différents effets, vous l'avez dit, mais je pense qu'on est en train, en tout cas j'espère, et je crois profondément qu'on est en train de faire la démonstration que quand vous taxez moins un gâteau qui grossit, vous recevez plus que quand vous surtaxez un gâteau qui rétrécit parce que vous le surtaxez. Si je devais imager les choses de manière un peu peut-être caricaturale, oui, il ne faut pas que ça fonde comme une glace, me dit le rapporteur général, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, on a eu davantage de recettes. Et pour autant, en baissant un certain nombre d'impôts, notamment qui pèsent sur les entreprises, on ne devient pas un paradis fiscal. On reste quand même le pays qui a le 2e taux de prélèvement obligatoire sur les 38 pays de l'OCDE derrière le Danemark. Non, mais je pense que c'est toujours important de le dire. Y compris en supprimant la CVAE, y compris en baissant l'impôt sur les sociétés. Ah, mais tout le monde. Non. Mais oui, mais je veux dire, tout le monde. Non, mais tout le monde paye plus en France que chez nos voisins, quel que soit le niveau de contribuable. Et moi, je voudrais qu'on arrête de dire que la France est un paradis fiscal. C'est pas le cas. Y compris les contribuables les plus fortunés. Non, mais quand vous entendez certains débats, y compris les contribuables les plus fortunés, on est le dernier pays européen à avoir un impôt national sur la fortune. On a un taux marginal à 45% avec une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui avait été mise en place pour être temporaire. Ça fait 13 ans qu'elle existe, ce qui fait un taux marginal autour de 49%. On a une CSG progressive. Enfin, je veux dire, je pense que c'est toujours important de rappeler les choses. Je ne dis pas ça pour le critiquer. Je pense qu'il y a encore certains impôts qu'on peut baisser, mais en tout cas, ça permet de le rappeler. Sur décret d'avance PLFR, effectivement, désolé, je ne vous avais pas répondu. À ce stade, nous ne prévoyons pas qu'il soit nécessaire d'avoir un décret d'avance ou un PLFR autre que le PLFR de fin de gestion. J'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin de l'année, qu'il n'y aura pas d'éléments supplémentaires de crise qui justifieraient qu'on doive en passer par là. Mais à ce stade, ça n'est pas prévu. Et les dépenses supplémentaires qui seraient nécessaires au regard de la situation géopolitique, vous avez cité les armées, avec 1,5 milliard d'euros, pourront être régularisées en fin de gestion. Je rappelle que le ministère des Armées a une marge de 3 milliards d'euros cette année qui permet évidemment d'absorber un certain nombre de dépenses. Pour la dernière question, sur les recettes fiscales. Je vais demander à mon équipe qu'on réévalue, mais sur l'année 2022, l'estimation qu'on avait eue en fin d'année dernière, c'est que le surcroît de taxes liées à la hausse des prix du carburant était autour de 3,5 à 4 milliards d'euros. Je rappelle que la ristourne a coûté le double. Donc l'État ne s'est pas enrichi face à l'inflation, notamment sur l'énergie. Quand on regarde toutes les dépenses qui ont été consenties, notamment pour mettre en place le bouclier sur les prix de l'électricité et du gaz, le guichet pour les entreprises, les aides aux PME et aux TPE, la ristourne sur le carburant aujourd'hui, l'aide carburant, on a dépensé beaucoup plus que ce qu'on a reçu en surcroît de taxes sur l'énergie liée à l'inflation. Et maintenant, je crois que je file en séance publique pour un débat chez vous. D'accord. C'est 18h45 le débat. Oui, mais comme nous avons fini avec les questions. Moi, je suis à votre disposition, on peut rester. Merci en tout cas, Monsieur le Ministre, pour votre venue et votre présentation.
Et donc, effectivement, nous allons nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, pour le débat qui va avoir lieu, je crois, à 18h45. L'horaire a été fixé à 18h45. Quelle réponse au phénomène de fraude fiscale aux dividendes? Alors, au phénomène mondialisé de fraude fiscale aux dividendes. Donc, à 18h45 en séance, où nous vous retrouvons, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci à tous.